Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est par la lecture de l'ancien article 1382 du Code civil, devenu depuis l'article 1240, que Philippe Saint-Cyr, alors assistant en droit au Centre universitaire Antilles-Guyane, ancêtre de l'Université des Antilles, nous a accueillis un samedi matin du mois de novembre 1974, le 16 pour être plus précis, pour notre premier cours de droit. L'année suivante, je retrouvais Philippe Saint-Cyr, devenu maître assistant. Je le revois nous expliquant de manière très simple ce que les juristes appellent un contrat synallagmatique ou simplement bilatéral. C'est un contrat dans lequel la cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l'objet de l'obligation de l'autre et réciproquement. Évidemment, pour des gens qui ne sont pas habitués au droit, ce propos peut paraître étrange, voire incompréhensible. Mais les étudiants que nous étions, avec une moyenne d'âge autour de 18 ans, nous buvions ces propos. Et pour ma part, je ne les ai jamais oubliés. Philippe Saint-Cyr nous a quittés il y a quelques jours. Qu'il sache simplement que les grains qu'il a semés ont germé. Le sujet de ce jour en sera d'ailleurs une illustration. Adieu, monsieur le professeur. Le gouvernement a fait adopter, le 14 novembre dernier, la loi sur le plein emploi, avec le soutien de ses partisans à l'Assemblée nationale, les groupes Renaissance, c'est-à-dire Macron, Horizon et les Républicains. À noter que nos 4 députés, Marcelin Nadeau, Johnny Ajar, Joviani William et Jean-Philippe Milor ont voté contre. Le texte avait été soumis au Sénat. Si la sénatrice Catherine Cocon a voté contre, le nouveau sénateur de la Martinique, Frédéric Buval, s'est exprimé en sa faveur. Je reviendrai sur ce point ultérieurement. D'où vient ce projet de loi? Le gouvernement entend ramener le taux de chômage en France à 7%. Comment veut-il s'y prendre? Très simplement, en mettant les chômeurs sous pression, c'est-à-dire en sacrifiant des droits et en développant les contraintes. Depuis que Macron, tout jeune président, avait assuré qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail, l'idée selon laquelle les chômeurs sont les premiers responsables de leur situation, déjà bien présente dans les discours, a été amplifiée. Au Parlement, macronistes et droite, les républicains, se sont entendus comme larrons en foire pour faire adopter une loi qui va durcir le quotidien des chômeurs et des pauvres. Si les individus sont les principaux responsables du chômage, il est vain de prétendre lutter contre en développant l'activité économique comme l'assurent pourtant les discours politiques. Il suffit de traiter le phénomène de façon individuelle. Pour que les chômeurs ne se complaisent pas dans l'oisiveté, mère de tous les vices, dit-on, il y a lieu de les contraindre à rechercher du travail et à accepter les offres qui leur sont faites. Tel est le discours qui est tenu dans la loi. Derrière cette conception, il y a assurément une suspicion permanente d'une forme de fainéantise de la part des chômeurs. Ce n'est rien d'autre
que du mépris. Cette idée n'est pas nouvelle. Dans les années 30, la théorie économique prétendait qu'il n'y a de chômage que volontaire et que le travail n'est rien d'autre qu'une marchandise dont le prix, c'est-à-dire le salaire, monte ou descend en fonction de la demande. Il suffirait d'accepter la règle du jeu et de faire disparaître tout ce qui pourrait l'entraver, à commencer par exemple par le salaire minimum, le SMIC, pour que le chômage se réduise comme par enchantement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les politiques d'immigration de main-d'œuvre ont été mises en place afin de faire en sorte que la demande d'emploi soit toujours bien plus élevée que l'offre, ainsi peser à la baisse sur le niveau des salaires. En Martinique, où la démographie est en net recul, ce sont les propos que, semble-t-il, tiendrait en privé cependant le président de la Martinique et le maire de Fort-de-France, qui semblent souhaiter développer l'immigration, notamment en provenance d'Haïti, afin de repeupler notre pays. Mais à ce jour, ni l'un ni l'autre ne s'en est publiquement vanté. Mais il ferait bien de s'inspirer du cas de la Guyane, où une politique de migration incontrôlée a fini par susciter des réactions hostiles de la population guyanaise et débouché sur le mouvement des 500 frères contre la délinquance. Le contrôle des chômeurs est confié aux agents de Pôle emploi depuis 2008. Mais ces derniers ont été réticents à les réaliser. Pour contourner cette défiance, la direction de Pôle emploi a, d'une part, confié le contrôle à des agents spécialisés sur des plateformes qui sont à distance du réseau des agences locales et, d'autre part, diffusé, notamment à partir de 2018, un discours présentant non pas comme un moyen de sanctionner, mais comme un levier de remobilisation des demandeurs d'emploi, de redynamisation de leur recherche. Depuis, les formules type job dating se sont développées, comme si, finalement, il suffisait de permettre aux employeurs et aux demandeurs d'emploi de se rencontrer pour que, comme par magie, le problème soit résolu. Chacun sait qu'il n'en est rien après un job dating. Aucun chiffre sur la nature des emplois proposés, CDD, CDI, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation par exemple, sur leur durée, sur leur niveau de rémunération n'est publié. Aucune étude ne montre que le contrôle des chômeurs accélère le retour à l'emploi durable. Il s'agit finalement d'un mythe qui permet d'instiller plus largement une culture du contrôle, comme dit la Direction générale de Pôle emploi, notamment chez les conseillers et conseillères chargés du placement, afin de les inciter à signaler davantage de chômeurs aux contrôleurs. Car parmi les modes de déclenchement du contrôle, le signalement est celui qui aboutit le plus souvent à une sanction. D'ailleurs, les discours politiques et médiatiques sur les pénuries de main-d'œuvre suggèrent que la coexistence d'emplois non pourvus et du chômage prouverait bien que les gens ne cherchent pas vraiment et qu'il faut donc les contrôler pour les pousser à reprendre un emploi. Qu'est-ce que la loi récemment votée change concrètement? Pôle emploi disparaît au profit de France Travail, dont le rôle sera de sanctionner les chômeurs qui ne rechercheraient pas activement un emploi, ce qu'il faut comprendre par qui n'accepteraient pas exactement ce qu'on leur propose.
Les contrôles seront donc renforcés, notamment ceux liés aux métiers en tension. Or, ces emplois et ces secteurs sont ceux qui proposent une rémunération faible, des contrats courts, des conditions de travail souvent difficiles. Cette politique de contrôle n'est pas isolée. Elle doit être comprise comme une politique de mise au travail, parmi d'autres, à l'image des dernières réformes de l'assurance chômage qui ont réduit fortement les droits à indemnisation. L'objectif est de rendre la situation des chômeurs de plus en plus difficile pour les pousser à reprendre le plus vite possible un emploi, même s'il n'est pas de bonne qualité, même s'il est mal rémunéré, par exemple à temps partiel, ou même s'il ne correspond pas à leurs aspirations. Vous voulez travailler dans le bâtiment, c'est la restauration qui embauche. Vous allez dans la restauration. Dans ce contexte, lutter pour l'amélioration de conditions de travail est plus difficile à mener et c'est d'ailleurs un angle mort total de la loi pour le plein emploi. Dans le rapport de force, les employeurs ont nettement le dessus sur ceux qui travaillent ou qui sont au chômage. La loi plein emploi prévoit aussi pour les bénéficiaires du RSA de s'inscrire obligatoirement à France Travail, de signer un contrat d'engagement dans lequel ils auront l'obligation de réaliser 15 heures d'activité par semaine, ainsi, naturellement, que la création de nouvelles sanctions, dont une suspension du versement de l'allocation. Jeter à la rue et sans ressources les personnes que la société a laissées sur le bord de la route, n'est-ce pas une idée généreuse et humaniste? Il y a officiellement 36 000 titulaires du RSA en Martinique. Quelle est cette activité qu'on leur proposera? Comment pourront-ils l'assurer, notamment pour ceux qui ont des enfants? Comment pourront-ils rejoindre le lieu où se dérouleront ces activités, vu l'état déplorable du transport de passagers? Mystère. Or, le problème du chômage, c'est la question de pénurie d'emplois, et la création d'emplois est liée au développement de l'activité. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, la CTM ne dispose d'aucun plan de développement comme la loi lui en fait pourtant obligation et elle navigue à vue. Où est le schéma territorial de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le fameux STD2I, qui doit faciliter la définition des orientations en matière de développement économique? Ce n'est pas demain que le chômage disparaîtra. En votant pour ce projet de loi, le tout nouveau sénateur macroniste Frédéric Buval à 13 000 € par mois, non compris sa retraite d'enseignant, de maire et de conseiller général, vient de dire à tous les titulaires du RSA qu'ils sont des fainéants. Mon cher tonton Cazot, autrement dit Casimir Blanguidor, ancien maire socialiste de Trinité, doit se retourner dans sa tombe. Mais qu'en pense Louis-Joseph Moscourt? Le 1er février 2017, le même Frédéric Buval, commentant sa mise en congé de la FSM à sa demande, répondait à la question de feu Gabriel Gallion. « Êtes-vous toujours socialiste ?» Il a déclaré « Je le suis, je le resterai et je mourrai socialiste. » 6 ans plus tard, le voilà macroniste. La même question s'adresse au Parti progressiste martiniquais qui avait appelé à voter au second tour des sénatoriales pour Frédéric Buval après avoir défendu très mollement, pour ne pas dire à contre-cœur, le candidat issu de ses rangs, Raphaël Séminor.
On voit très mal Aimé Césaire se livrer à de telles contorsions. D'autres diraient du zingzolage. Mais il est vrai que pour Serge Letchimy, encore président du PPM et toujours président de la Martinique, Aimé Césaire, dont il se revendique l'héritier, est une sorte d'écran de fumée qui lui permet de couvrir toute cette turpitude, à commencer par le flirt poussé entretenu avec Bruno Nestor Azero, le maire de Sainte-Marie et macroniste proclamé, qui fait partie de sa majorité avec Lydia Beaulieu et Sandrine Théormont. À défaut d'enrichir les travailleurs, vous avez choisi d'appauvrir les chômeurs, a résumé un député du groupe LIOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. On dit merci à qui? Il serait bon que les Martiniquais s'en souviennent. Ne dit-on pas que qui se ressemble s'assemble? Merci.